Bon, on est biésien depuis 1985 avec ma compagne et on aime tous les deux la nature, mais de façon très profonde. Donc on a été tout de suite pris par le charme du lieu. On a eu l'idée ici de faire dans cette maison qui abritait en fait les archives communales, de demander à la commune d'en faire une maison de quartier. Et c'est en fait Madame Beauchot qui nous a gentiment mis au défi de gérer cette maison de quartier avec un chouette contrat de gestion avec la commune qui nous permet de gérer les locations et de réinvestir une partie des bénéfices à la fois dans l'aménagement de la salle, mais aussi dans des moments culturels. Donc c'était assez émancipateur comme façon de voir à l'époque, et c'est toujours resté l'essence même de notre contrat avec la commune, à laquelle on rend des comptes annuellement, bien entendu. On s'occupe de tas de projets qu'il y a dans le quartier, on essaye de veiller à ce que l'aménagement du territoire, en gros, soit cohérent, qu'il soit, comment dire, qu'il prenne en compte aussi tout ce qui est défis climatiques, bien-être des gens. Et la deuxième direction, c'est la culture et la convivialité. Donc il y a une série d'activités de petits concerts, de bars-concerts tout au long de l'année, un peu suivant les humeurs de ce que l'un ou l'autre capte à gauche et à droite, et donc ça forme quelque chose de très divers au total. Peut-être un autre volet aussi, une petite parenthèse, mais on essaie aussi de favoriser les échanges entre villageois, se rendre service, se prêter des outils, faire des choses ensemble. On a envie aussi d'ancrer les gens dans le territoire et dans les qualités de ce territoire. Par exemple, devant le cimetière de Bié, juste en face, tu as un magnifique verger, le verger de Thierry Mijal, et il nous ouvre gentiment ce verger à la cueillette des pommes. Et donc on a acheté, avec l'aide de la Fondation Roi-Baudouin, tout un matériel pour presser et pasteuriser les pommes. Donc on fait du jus de pomme. Et puis on a aussi, avec mon ami Jean-Marie Boursu de Nature et Progrès, lancé une vigne le long du cimetière, avec des anciennes espèces rustiques qu'on a été chercher dans le Hageland. Et on entretient cette vigne pour le plus grand bonheur de la commune, j'imagine, puisqu'ils n'ont pas une bande de terrain à entretenir. Et on a mis des petits panonceaux didactiques en indiquant chaque fois les différentes sortes de pieds de vigne. Comme ça, les gens peuvent aller voir, éventuellement goûter. Tant qu'ils n'emportent pas toute la récolte, c'est merveilleux, quoi. Pour la notion de village, ici, on a la chance d'avoir un habitat qui est bien disposé. On n'est pas loin les uns des autres. La géographie du lieu et l'architecture fait que forcément les gens se rencontrent. C'est déjà vraiment un atout majeur. Et puis nous, on veut développer ça parce que le bonheur de vivre, c'est dire bonjour à son voisin, aller boire un café, s'échanger des potins, etc. Et un peu couper les gens de ce cordon ombilical de l'information qui vient par l'ordinateur, tout ce qui est fake news, et retrouver une sorte de réflexion globale villageoise. C'est des grands mots, mais ça peut passer à travers des petites parlottes qui ont l'air de rien du tout, mais où on s'échange des outils, on trouve des solutions ensemble. Voilà. Il faut absolument lutter contre ce genre d'isolement, et c'est ce qu'on fait, mais modestement, et en essayant de rigoler de temps à autre, quoi. Alors la source de la maison de quartier, si je remonte vraiment aux toutes premières origines, ce sont quelques habitants ici autour de la place qui se sont opposés à un projet immobilier déjà. Ici, sur le versant nord de la butte, il s'agissait de construire une petite dizaine de maisons en cercle autour d'une placette, et une mise à double sens avec goudronnage du champ du Curé, qui est là une des plus belles voiries champêtres. Et donc là, on s'est opposé, et par chance, le bourgmestre de l'époque nous a soutenus, Fernand Van Bever, parce que le promoteur n'avait pas fait les démarches légales qu'il fallait. Et donc le projet est tombé à l'eau. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas moyen de discuter d'aménagement du territoire avec les gens du lieu ? C'est quand même eux qui vont voir chaque jour ce qui va se passer, qui vont peut-être subir les inconvénients ou les avantages, parce que c'est pas toujours négatif de construire. Encore faut-il voir ce qu'on construit et où on le construit. Quand on veut construire 12 maisons dans un lotissement à l'entrée d'un village à l'ancienne, qui va complètement défigurer l'approche de ce village, on est en droit de se poser certaines questions, quoi. Donc pourquoi est-ce que la commune, à un moment, dit « Ah voilà, on va faire un maximum de maisons sur cette prairie ». Alors qu'il y a peut-être 3 maisons d'un côté,
il y a peut-être place pour 5 maisons à front de rue. Non, on va lotir, on va ouvrir une voirie, il faut que ça rentre, que l'argent rentre. Et je trouve que la commune, ces dernières années, a toujours été à la remorque des promoteurs. Ils n'ont pas de schéma de développement communal, toujours pas. Donc il n'y a pas de réflexion globale sur l'habitat. Et alors il faut savoir autre chose, c'est qu'ils sont en train d'enterrer tout l'aspect touristique. Si on se retrouve avec une mocheté ici à l'entrée du village, c'est clair que tous les touristes, les gens bien sympathiques qui défilent ici, ils vont trouver, tiens, en Wallonie, on n'est pas tout à fait digne de l'intérêt des lieux, quoi. Alors on a besoin dans ce domaine-là, mais c'est une écoute. Comme dernièrement, on a eu une écoute tout à fait sympathique d'un ministre qui n'habite pas loin. Ça fait plaisir de voir des gens qui ont un peu d'humilité pour écouter et reconnaître quand même le bien fondé de certaines positions. C'est ça qu'il faut retrouver, c'est le sens du bien commun, et pas le bien d'un promoteur ou le bien de la commune qui veut absolument atteindre un seuil d'habitants. Non, c'est une forme de qualité, de préservation aussi de la qualité de vie de tout le monde, quoi. L'idée du bien commun. Donc s'il faut construire de nouveaux habitats qui soient accessibles à des jeunes, je suis tout à fait favorable à ça. Encore faut-il l'intégrer dans le bâti, réfléchir à l'endroit où on le met, peut-être pas faire des grandes villas avec des douves autour, des grilles protégées, des grands terrains. Non, on peut bâtir, bien sûr, mais il faut intégrer. À l'échelon micro-local, on peut favoriser les circuits courts, par exemple la vente de fromage, de la chèvre de biais ou des choses comme ça, mais moi ce qui me semblerait surtout intéressant, c'est de mettre de l'énergie et peut-être de la formation, de l'argent, de la stimulation à ce que les gens aient un autre rapport à leur jardin. Parce qu'ils sont toujours, enfin pour la plupart, pas tous, il y a des gens qui font ça très bien, mais dans la tonte à ras du gazon, dans la délégation à des équipes d'entrepreneurs de jardin et qui doivent absolument faire plein de bruit avec des chasseurs de feuilles et des tontes qui embêtent tout le monde, alors qu'ils pourraient très bien gérer leur jardin d'une autre façon. Le rapport à la nature dans le jardin, il est très culturel. Il y a des gens qui sont dans l'ostentation, ils ont besoin de montrer qu'ils entretiennent leur jardin. Montrer qu'ils ont les moyens aussi, c'est quand même en Brabant wallon, c'est pas rien. Donc c'est plus culturel, mais à partir du moment où on intègre que le fait d'être gentil avec la nature qui se trouve autour de nous, qu'on peut aussi la laisser vivre dans certains coins, en tout cas, ça c'est un bénéfice. On est dans le bien commun là, on n'est pas dans la gestion m'as-tu vu du jardin, et on est dans une réflexion, oui, qu'il faut favoriser, ça c'est clair, en étant beaucoup plus respectueux de la biodiversité. Mais là, la difficulté, c'est comment être dans l'incitation, que ce soit pas ressenti comme une contrainte, etc., et que ce soit un plaisir finalement pour ces gens de voir plus de papillons et plus d'oiseaux dans leur jardin, quoi.